Exercice numéro 15 du chapitre 19. Donc, on a une fonction de deux variables, f qui a x, y associe y carré sinus x sur y si y est non nul, et 0 sinon. Donc, le but, c'est d'étudier bien la régularité de f au voisinage de 0, c'est-à-dire les dérivées partielles et éventuellement les dérivées partielles secondes. Bon, alors tout d'abord, on commence par la continuité. Alors, bon, déjà, vous remarquez que par opération sur les fonctions usuelles, la fonction elle est continue, même si c'est infini, sur R carré privé de l'ensemble des points tels que y égale 0. Hein, vu que le seul problème, c'est quand y égale 0. Donc, on va regarder ce qui se passe en les points de coordonnées x0, 0, avec x0 dans R. D'accord? C'est-à-dire, on va regarder ce qui se passe sur la droite des abscisses, sur l'axe des abscisses. Donc, eh bien, on va regarder la différence, f de xy moins f de x0, 0. D'accord? Donc, on écrit ce que c'est. Et puis, bon, bah là, en fait, on majore assez facilement par y carré. Cette inégalité hein, étant vraie aussi pour y égale 0, hein, puisque on a bien ça qui est plus petit que 0 si y égale à 0. Donc, bah, théorème des gendarmes, vu que ça tend vers 0 quand le couple xy tend vers 0, f de xy tend vers f de x0, 0 quand le couple xy tend vers x0, 0. Bien. La fonction f, du coup, elle est continue sur R carré. Bien. Ensuite, on va regarder donc l'existence des dérivées partielles d'ordre 1 et 2. Alors, déjà, bon, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est infini sur R carré privé de delta, où delta c'est l'axe des abscisses. Donc il va falloir regarder ce qui se passe ailleurs. Alors déjà, vu qu'elle est C1, même c'est infini, il y a toutes les dérivées partielles qui existent. Donc les dérivées partielles d'ordre 1, et puis les dérivées partielles d'ordre 2. Elles existent, elles sont continues sur R carré privé de delta, ce qui veut dire qu'en plus je peux appliquer le lemme de Schwartz, qui dit que eh bien, la dérivée seconde par rapport à x puis par rapport à y, c'est pareil que la dérivée seconde par rapport à y puis par rapport à x, donc sur R carré privé de delta. Ok, donc maintenant ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en les points de l'axe delta. Alors, je commence par la dérivée partielle par rapport à x. Donc je vais regarder si cette quantité existe. D'accord? Donc on revient à la définition. Donc on pose t différentes 0 et on regarde donc 1 sur t f de x0, 0 plus te1 moins f de x0, 0. D'accord? Et on va regarder si ça une limite quand t tend vers 0. Bien, alors le calcul, ça nous donne 1 sur t f de x0 plus t, 0. En fait, ça c'est égal à 0, hein. Donc ça tend vers 0 quand t tend vers 0. Bien, ça veut dire que par définition, la fonction f admet une dérivée selon le vecteur E1. Autrement dit, d rond f sur d rond x0 existe et vaut 0. On fait pareil pour d rond f sur d rond y en x0, 0. Donc cette fois-ci, c'est la dérivée selon le vecteur E2 de la base canonique. Donc j'écris donc 1 sur t fois f de x0 plus te2 moins f de x0, 0. Donc ça nous donne cette quantité-là, 1 sur t f de du coup x0t. Donc quand je remplace, j'obtiens cette quantité ici. Alors le sinus en module, je le majore par 1, donc je peux majorer par t en valeur absolue qui tend vers 0. Ça veut dire que la dérivée selon le vecteur E2 existe, c'est-à-dire d rond f sur d rond y de x0, 0 existe, et sa valeur, c'est 0 aussi. Donc les dérivées partielles existent sur l'axe delta et elles sont nulles. Bon. Alors maintenant pour les dérivées secondes. Alors je vais commencer par regarder, même si c'était pas nécessaire, la dérivée seconde par rapport à x. C'est juste pour s'entraîner un peu. Comment ça marche? Déjà, je dois calculer la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc ici je fais le calcul, donc évidemment je distingue si y égale 0 et si y est différent de 0. Si y égale 0, je l'avais déjà calculé juste avant. Si y est différent de 0, je prends l'expression de f et je dérive par rapport à x. Bien, et maintenant, je vais regarder la dérivée seconde. Donc je dois regarder en fait la dérivée de d rond f sur d rond x selon le vecteur E1. Donc vous voyez, je regarde cette quantité maintenant. Hein, j'ai du d rond f sur d rond x voilà. Donc quand j'écris ce que ça me donne, ça me donne d rond f sur d rond x de quelque chose, virgule 0, et donc ça égale à 0. Donc ça tend vers 0. Donc il y a bien une dérivée seconde par rapport à x en x0, 0. Et ça vaut 0 aussi. Alors maintenant, par rapport à y, donc pareil, je commence par calculer les dérivées partielles par rapport à y. Donc j'obtiens ces
deux quantités, si y est différent de 0, et puis si y égale 0, eh bien c'était ce qu'on avait obtenu ici. Pardon. Bon. Alors je continue, je vais regarder si d1f sur d1y a une dérivée selon le vecteur E2. Donc je regarde cette quantité, 1 sur t de d1f sur d1y de x0, 0 plus TE2, puisque je vais regarder la dérivée sur le vecteur E2, moins la quantité en x0, 0. Et donc là, je fais mon calcul, et alors j'obtiens cette quantité ici. Bien. Sauf que ça, ben, alors pour x0 différent de 0, ici, ben, ça n'a pas de limite. Pourquoi? Parce que voilà, ça, c'est du x0 sur t quand t tend vers 0. Ça revient à étudier la limite de sinus en plus l'infini. Bon, bah, enfin, ou en moins l'infini. N'a pas de limite. Sauf que ça ici, en fait, pareil, il y a x0 sur t, cosinus x0 sur t, ça n'a pas de limite en l'infini, parce qu'en gros, ce sera regarder du grand X cosinus x quand x tend vers l'infini. D'accord? Et donc, bah, ça, c'est borné. Ça, bah, je peux trouver une sous-suite qui tend vers plus l'infini, ou une sous-suite qui tend vers moins l'infini. Donc, en fait, ça n'a pas de limite non plus. Donc, la somme n'a pas de limite. Tiens, ça veut dire qu'il n'y a pas de dérivée seconde par rapport à y, sur l'axe delta. Ok. Maintenant, dernier point, je vais regarder les dérivées croisées. Donc autrement dit, là ici, je veux regarder, je dérive d'abord par rapport à y, puis par rapport à x. Donc en gros, je veux regarder si d1f sur d1y admet une dérivée partielle par rapport à x. Donc du coup, je regarde la dérivée de d1f sur d1y selon le vecteur E1. Donc je regarde cette quantité d1f sur d1y de 0, 0 plus t E1, moins d1f sur d1y de 0, 0, c'est égal à, bah, j'ai cette quantité ici, bon, en fait c'est égal à 0, puisque d1f sur d1y, elle est nulle sur delta. Bien, donc ça veut dire que la dérivée seconde par rapport à y puis par rapport à x, en 0 existe et vaut 0. Maintenant je regarde l'autre dérivée croisée, donc c'est le même principe, cette fois-ci je regarde d1f sur d en x, et je cherche cette dérivée selon le vecteur E2, pour dériver par rapport à y. Donc j'écris ce que ça me donne, et puis quand je fais le calcul, bah, j'ai 1 sur t de d1f sur d en x de 0t, et en fait ça fait 1. Et donc ça tend vers 1 quand t tend vers 0, et la dérivée seconde ici existe, elle vaut 1. Et donc la conclusion c'est quoi? C'est que vous avez les dérivées croisées qui sont en fait distinctes. Bah, ça veut dire qu'il y en a une des deux qui n'est pas continue. D'accord? On sait qu'elle, là, ici on vient de prouver qu'elles existent, mais elles sont distinctes. Donc il y en a une des deux qui, au moins une des deux, peut-être les deux, hein, mais au moins une des deux qui n'est pas continue, parce que sinon on pourrait appliquer le lemme de Schwartz, qui dirait qu'on a égalité des dérivées croisées. Voilà pour cet exercice.